Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous. Je me présente Nathalie Beaulieu, directrice de l'enseignement et de l'Académie au CHUM, chercheuse professionnelle de la santé au CRCHUM et également fondatrice de l'École de l'intelligence artificielle en santé. Nadia et moi, ainsi que Julie, que je vous présenterai tout à l'heure, on est toutes les deux très enthousiastes à l'idée de vous partager les résultats issus de notre analyse des besoins des enseignants en milieu de travail. D'ailleurs, nous les avons nommés PRF pour professionnels ayant des responsabilités de formation et c'est l'acronyme que je vais utiliser pour le reste de la présentation. Donc, nous allons d'abord aborder le contexte de notre analyse, les questions qui ont habité notre réflexion, évidemment notre méthodologie, les résultats et les solutions identifiées pour terminer par la suite avec les prochaines étapes. À la suite de quoi, un panel d'experts et de représentants du milieu du travail de la santé sera amené à bonifier finalement la réflexion sur comment naviguer dans la transformation numérique en santé en développant les PRF. Donc, tel que mentionné par M. Abergel et repris par quelques personnes au début de notre présentation, le développement rapide de l'intelligence artificielle et des technologies numériques ont des impacts sur le cycle de maintien des compétences. Et le rôle des PRF est crucial dans ce contexte. Ces mêmes PRF représentent des leviers vraiment importants pour transformer les pratiques. Par ailleurs, ils vont vivre, et ils vivent même déjà actuellement, des bouleversements majeurs dus à la transformation numérique, puis je dirais à 3 niveaux. Premièrement, les programmes, qu'ils enseignent vont changer, tant dans le contenu que dans les compétences à enseigner. Ils vont devoir notamment y introduire l'enseignement de l'intelligence artificielle et du numérique. Deuxièmement, les méthodes et les outils de formation seront modifiés pour y intégrer des outils numériques permettant de mieux analyser, personnaliser et optimiser les apprentissages. Et troisièmement, leur rôle comme formateur, mais également comme professionnel de la santé, vont se transforment pour accélérer le transfert des apprentissages et répondre aux besoins des apprenants qu'ils desservent et, in fine, aux besoins des patients. Donc, 3 transformations en même temps et pour nous, c'est vraiment, ça explique pourquoi il devient impératif de bien les soutenir. Donc, la collaboration entre Nadia et moi a pris racine dans ce contexte. Donc, pour vous donner un peu une vue macro, comme je pourrais dire, qui sont les PRF au CHUM? Bien, ils sont, en fait, ça inclut des médecins, des infirmières, des technologues, des pédagogues, chercheurs, gestionnaires et même des patients partenaires. Les PRF du CHUM sont des passionnés par l'intégration des connaissances dans la pratique, garantissant ainsi que les soins et services de santé se basent vraiment sur les connaissances les plus à jour. Ils déploient leur savoir-faire quotidiennement sur les 3 quarts de travail, 365 jours par année, de manière décentralisée et j'oserais même dire hétérogène. Peu d'entre eux ont une formation académique initiale en andragogie. Donc, il y a certains, oui, mais d'autres, non. Ils enseignent soit à la relève en santé ou à leurs pairs. Puis, on dénombre au minimum un PRF par service, donc plus ou moins un minimum de 400 PRF au CHUM. Par ailleurs, vous aurez compris avec la description que je vous ai nommée que toute la communauté du CHUM a le potentiel d'être un PRF. Donc, dans le contexte que je vous expliquais de la triple transformation que les PRF vivent et surtout de la diversité des PRF, notre projet visait à analyser leurs besoins, de sorte à comprendre leur réalité. On s'est questionné sur comment habiliter les PRF à développer les compétences du futur en santé et comment les outiller à mieux former avec, à travers et sur l'intelligence artificielle.
Donc, pour répondre à cette question, on a mis en place, Nadia et moi, une équipe vraiment interdisciplinaire provenant de l'éducation, du génie, du design, de la gestion de l'innovation, de la psychologie organisationnelle, de la santé et bien plus. On a été bien riche dans la complémentarité de l'équipe. Maintenant, quant à la méthodologie, je dirais qu'elle a été marquée par 6 grands jalons. Premièrement, bien sûr, une revue de littérature exhaustive. Deuxièmement, une analyse de besoins, donc une collecte de besoins sous 3 formes. Sondage, groupe de discussion, entrevue individuelle, pardon. Et au total, c'est plus de 200 PRF de tout horizon qui ont contribué à la collecte des besoins. Par la suite, toutes les données ont été analysées selon des méthodes quantitatives et qualitatives rigoureuses. Une fois que les besoins ont été analysés, on a fait le choix, à un moment donné, de se dire, on souhaite répondre en priorité aux PRF, aux besoins des PRF cliniques, donc ceux qui sont plus en interface avec les patients, parce que leurs besoins étaient plus criants et importants. Puis, on souhaitait vraiment avoir une intervention qui aurait le plus grand impact possible. Quatrième jalon, je dirais, de notre démarche, on a eu des ateliers d'idéation pour identifier des solutions pour répondre aux besoins qu'on a collectés avec 18 experts en apprentissage du CHUM, mais également de l'extérieur du CHUM. Puis, on a priorisé les solutions en fonction de l'efficacité, de l'efficience, de l'impact potentiel de ces solutions-là, tout en considérant la faisabilité. Donc, les prochaines diapositives vont présenter les résultats de l'analyse des besoins et les solutions qui ont été retenues et en cours d'implantation. Donc, pour ce faire, je vais inviter Julie Grégoire, collaboratrice hors pair sur ce projet. Julie, elle est psychologue organisationnelle et conseillère senior en apprentissage à la direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM. Donc, je te laisse la parole, Julie. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais poursuivre avec les besoins. Vous allez voir, c'est très riche. Qu'est-ce qui a émergé de nos collectes de données. Donc, on va regarder on les a appelés nos clés de succès, là, mais ce sont les leviers ou les facteurs capacitants qui font en sorte que dans leur rôle de PRF, ça devient des facteurs qui vont les aider. Donc, je commence avec il y a une première portion dans leur rôle. Ensuite, on va regarder au niveau du développement professionnel continu. Puis aussi, on va se pencher sur leurs apprenants dans leur groupe. C'est quoi les ingrédients essentiels qui font une différence au niveau de leurs apprenants? Je commence avec leur rôle. Donc, qu'est-ce qui vient les soutenir ou qui est un facteur qui les aide dans leur rôle? Mais d'abord, évidemment, il y a l'environnement qui vient jouer un rôle important, donc le soutien qui est constructif et persistant à tous les niveaux de l'organisation. Là, on parle organisationnel au niveau de nos gestionnaires, au niveau de leurs équipes. Puis un soutien de logistique aussi, parce que ce sont les PRF ont un rôle très complexe à niveau du contenu, mais aussi à tout organiser leur formation à travers leurs activités professionnelles, que ce soit réservation des salles et tout ça. Donc, le soutien est un facteur émergent. L'accès équitable aux technologies, on le retient aussi comme un élément important. Ça peut être variable entre les groupes, l'accès au centre de simulation, de connaître où sont les ressources. Donc, cet accès-là est un élément important. Le temps alloué à ce rôle, c'est un élément crucial qui est ressorti. Donc, d'avoir un temps protégé au-delà de leurs activités cliniques, consacré à leur formation. Et je dirais le décloisonnement des activités des PRF puis l'accès à l'information entre les services. Donc, il y a des belles choses qui se passent dans différents secteurs. Comment on peut décloisonner et peut-être amener de la synergie entre les ressources en pédagogie. Ça, c'était pour leur rôle. Donc, on va plonger maintenant au niveau de leur développement professionnel continu. Donc, quels sont les facteurs facilitants? Ici, on voit le temps alloué, encore une fois, qui ressort, l'accès à la formation aux technologies. Donc, l'aspect technologique est ressorti important. Quelles sont les nouvelles approches en
réalité virtuelle, les simulations et tout ça, donc que ça soit accessible sur le plan technologique, mais aussi andragogique, donc la connaissance des approches andragogiques. Puis on a souhaité des parcours de formation qui sont vraiment dédiés à la formation ou au parcours en pédagogie. Le dernier facteur, c'était le partage des connaissances et l'accès à de l'information synthétisée pour que ce soit des veilles ou autres informations pour leur faciliter le travail parce qu'ils sont submergés d'informations. Le prochain clé de succès, on s'est penché sur leurs apprenants. Donc, de l'autre côté, eux aussi, il faut les aider si on veut que le duo fonctionne bien. Donc, évidemment, la culture d'apprentissage est ressortie. On a parlé tout à l'heure de la culture apprenante, mais tout ce qui est le droit à l'erreur, de pouvoir tirer apprentissage de nos erreurs, d'apprendre dans un climat positif, de façon continue. Des ingrédients aussi, c'était au niveau des approches, leurs modalités et le fait qu'on puisse consacrer du temps à leur amélioration continue, de pouvoir également être plus en mesure d'évaluer les formations au terme de leur formation, de savoir l'impact de ce qui de la part de leurs apprenants, l'impact de leurs interventions. La promotion de la formation, ce serait un élément aussi important à savoir. Des fois, on ne sait pas comment on peut faire connaître nos formations, comment on peut savoir ce qui existe. Donc, nous, on a retenu ça, c'est un élément important au niveau de l'accessibilité à l'information. Et au niveau de la bienveillance envers les apprenants, c'est un facteur assez qui ressortait chez nos PRF en disant c'est important de pouvoir garder une approche bienveillante pour que les apprenants soient dans un climat de sécurité d'apprentissage. Maintenant, on a regardé ce qui est ressorti au niveau des besoins, mais qu'est-ce qui est ressorti au niveau de leurs attentes? Donc ça nous a beaucoup guidés pour dire à quoi va ressembler la solution à la fin. Donc, on a fait ressortir des attentes qui étaient spécifiques. On en a 4 catégories, donc les compétences clés, les connaissances souhaitées, les approches attendues, comment ils souhaitent apprendre, puis les stratégies et actions de soutien qu'ils souhaitaient. Au niveau des compétences, on les a mis en rafale ici, mais je vous dirais que c'était assez variable. On a reçu beaucoup d'informations, beaucoup de besoins, donc ça peut se retrouver à des éléments plus techniques ou des éléments relationnels. Vous allez voir, on a des compétences communicationnelles, mais aussi technologiques. On a l'importance de la créativité et de connaître c'est quoi les dernières approches pédagogiques. Le pouvoir s'adapter à son travail et de pouvoir mettre à jour en continu leur expertise, de bien connaître c'est quoi les méthodes d'enseignement, que ce soit des méthodes interactives, comment varier leurs approches, comment faire un suivi après la formation qui est donnée, qu'est-ce qu'on fait après, comment on peut suivre nos groupes au niveau de leur processus d'apprentissage. Il y en a qui voulaient apprendre des éléments sur le leadership pour jouer un rôle plus important de formateur. Puis on nous a dit aussi qu'ils souhaitaient des éléments par rapport à la rigueur, la connaissance scientifique, les données probantes. Donc, on vous a donné ces éléments-là. Il y a beaucoup quand même d'éléments qui sont ressortis. Aussi, on a parlé des contenus de rêve avec eux, peut-être les connaissances qu'ils souhaitaient acquérir. Il y a des connaissances qui sont de plus techniques, telles que ça peut être les outils de conception pédagogique, c'est quoi les nouvelles technologies innovantes qui émergent, comment on peut les intégrer, quelles sont les connaissances aussi de base en andragogie, les processus d'analyse des besoins, des standards au niveau de l'andragogie, les connaissances spécifiques au secteur aussi. Notre secteur est en pleine transformation, donc la littératie en santé, ils souhaitent aussi en apprendre plus, l'impact de l'environnement sur la santé, donc des thématiques de cette nature. Donc, vous voyez, ça touche des éléments très vastes que nous, on garde en tête pour la suite. Maintenant, on disait comment ils souhaitent apprendre. Donc, c'est quoi au niveau de leur développement professionnel continu? À quoi ils s'attendent? Peut-être d'établir le niveau de connaissances prérequis pour suivre leur développement professionnel continu. Y a-t-il des niveaux avancés? Savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ils peuvent un peu structurer leur parcours,
d'établir, de pouvoir adapter les formations aux besoins actuels, de pouvoir être dans un contexte d'expérience plus immersive qui favorise la réflexivité, qu'on puisse réfléchir, se questionner. Ils souhaitent définitivement inclure les patients partenaires et l'accompagnement dans leur processus, des ressources et de la personnalisation peut-être au niveau des outils possibles dans leur processus de travail, de l'intelligence artificielle. Donc, il y avait un intérêt par rapport à ça. Les modules de formation communs, est-ce qu'il y a une base qu'on pourrait aller chercher pour les débutants? Donc, ça, c'est un autre élément. Et l'amélioration de la qualité de la pertinence de l'apprentissage. On nous a mentionné aussi l'importance, par exemple, de l'accompagnement direct lorsqu'ils préparent leur formation. Et il y a des éléments qui étaient qu'on a vu également qui étaient plus des soutiens, je vous dirais, des soutiens qu'on peut, comme direction de l'enseignement, comme organisation aussi, amener, autre que leur développement professionnel continu, qui était de leur offrir peut-être de l'accompagnement par des coachs, des experts qui peuvent les guider, leur donner de la rétroaction, des mentors. Pouvoir favoriser l'interactivité, l'immersion des groupes apprenants, plus de collaboration interprofessionnelle, donc de favoriser des interactions, donc les apprenants de les mettre ensemble, la reconnaissance de leur rôle aussi, de leur contribution dans l'organisation, puis d'avoir peut-être, on a parlé que ce soit en temps dédié, mais reconnaître la fonction importante qu'ils jouent au sein du CHUM. L'accessibilité aux ressources. On nous a parlé de ça, puis on est en action également, là, mais c'est de voir, mais comment on peut, la réservation des locaux, comment on peut donner accès davantage. Donc ça, c'est des éléments logistiques qui ressortent aussi, qui pourraient les aider à jouer un rôle plus important encore. Le développement des compétences spécifiques, puis de pouvoir également assurer un leadership avec eux, de leur donner un sens de communauté PRF, puis de pouvoir s'adapter aux besoins. Donc, comme je vous ai dit, ça donne de vastes besoins. Les besoins sont grands à différents niveaux. On va regarder la suite, comment on a répondu à ces besoins-là. Merci, Julie. Je reprends la balle au bon. Ayant tout ça en tête, tous ces besoins-là, par la suite, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu des séances d'idéation pour identifier des solutions pour y répondre. Honnêtement, on a été vraiment surpris du nombre de solutions en très peu de séances qu'on a eues. On est parti de 175 solutions de tout type pour répondre aux besoins et on a dû prioriser, bien entendu. Donc, de 175, on a divisé, on a fait un entonnoir, on est tombé à 10. On s'est vraiment forcé. Par la suite de 10, on est passé à 6, de 6 à 2. Et ce qu'on va vous apprête à vous présenter aujourd'hui, c'est les 2 solutions qu'on a développées et qui sont débutées, puis qu'il y aura finalement, notre projet de recherche se poursuit là, pour évaluer les retombées de l'implantation de ces 2 solutions-là. Par ailleurs, je vous dirais, restez à l'affût parce que on a d'autres solutions qui sont à venir, comme par exemple, peut-être pour en nommer que 2 là ici sur la diapositive, on nous demandait là d'aller plus à la rencontre des PRF, c'est-à-dire ils nous disaient on a très peu de temps. Il y a vraiment des enjeux de temps pour se développer et ce qu'on nous disait c'est venez à notre rencontre au lieu que nous on se déplace pour aller au centre d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un centre d'apprentissage et de simulation au CHUM qui est juste qui fait partie de l'hôpital, mais même le fait de se déplacer vers le centre d'apprentissage, c'est
c'était trop long pour eux. Donc, on s'est dit, bon, on va mettre sur pied un salon mobile 24/7 qui permettra d'aller à la rencontre des PRF du terrain et de se mettre dans une perspective, une approche davantage just in time, puis in the flow of work. Donc, ça, c'est une des solutions qui est à venir. Une deuxième solution, on souhaite implanter les badges qu'on a appelés. On va trouver un meilleur mot, mais bon, parce qu'il est critique pour nous de valoriser le travail énorme que font les PRF, de les encourager et de les rendre visibles aux yeux de leurs pairs. Donc, toutes sortes d'autres solutions à venir. À ce point-ci, je laisserai Nadia naviguer dans notre site web où on a déposé les différentes solutions qui ont été développées. Oui, donc je prends la relève. Merci beaucoup Nathalie et puis Julie pour ce partage. Donc comme Nathalie vous a dit, là on a dû choisir par quoi commencer et puis pour faciliter puis voir quelle solution va avoir le plus d'impact le plus rapidement possible, on a décidé de prendre la première chose qui est la boîte à outils que l'équipe de la DEAC a nommé Prêt à former, qui était super, c'était un titre super intéressant. Donc on a essayé d'aller chercher de l'information qu'on a packagé pour les PRF avec une campagne de vidéo. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment aller chercher de l'information, les packager pour que ça soit accessible à nos PRF. Et puis, du fait, là, vous voyez dans ce que je vais vous montrer rapidement, donc à partir du site du CHUM et puis la partie enseignement et académie, on a formé au CHUM et puis à partir de ça, on a la présentation du projet, mais aussi on a le livre blanc qui existe présentement dans cette section-là. Mais là, il refuse d'ouvrir pour une raison ou une autre. Mais c'est pas grave, croyez-moi, il est là. J'ai testé tantôt et puis ça marchait. C'est juste que peut-être la connexion maintenant ne me le laisse pas l'ouvrir. Prêt à former, ça contient des fiches concernant, comme Julie vous disait tantôt, qu'ils avaient besoin d'avoir accès à plus d'informations concernant les technologies émergentes, puis comment aborder les outils IA. Donc, on a créé des fiches spécifiques pour les PRF résumées, que je vais vous montrer tantôt un exemple, et puis on les a divisées en traitement texte, d'images, d'audio, de vidéo, mais aussi dans Drago avec l'IA et aussi des vidéos qui sont adressées aux PRF. Donc, je vais vous partager très rapidement parce que je vois le temps courir et puis moi, j'ai promis de garder du temps pour les questions. Donc, je vais vous montrer une vidéo, juste exemple, que on va partager avec... Dans un monde de soins de santé toujours plus complexe, comment assurer un apprentissage personnalisé et adapté à chaque personne professionnelle? L'intelligence artificielle permet une expérience d'apprentissage sur mesure en analysant les interactions et les résultats des personnes apprenantes et en adaptant les contenus de formation en conséquence. Imaginez des rétroactions instantanées et des parcours qui évoluent en temps réel selon les compétences et les besoins individuels. Tout ça pour offrir de meilleurs soins et services. Des outils analytiques avancés offrent des aperçus personnalisés permettant une adaptation pédagogique précise pour chaque individu. Avec une attention rigoureuse portée à l'éthique et à la sécurité, nous devons nous assurer de la qualité et du chiffrement des données, que les biais sont évités et que l'accès est équitable pour chacun et chacune. L'intelligence artificielle jouera un rôle important dans l'avenir de l'éducation dans le domaine de la santé. l'IA ne remplace pas l'humain, elle facilite et automatise ses tâches au même titre que l'ordinateur. Les défis demeurent. Comment évaluer l'impact sur les soins? Comment faire évoluer ces outils au même rythme que les avancées scientifiques? Nous vous invitons à explorer un avenir où le parcours d'éducation en santé sera unique pour chaque personne apprenante. Rejoignez-nous pour façonner l'avenir de l'apprentissage en santé et créer de la valeur par l'enseignement pour toutes et pour tous. Ensemble, nous engendrerons des impacts positifs pour la société, la population, la patientèle, les équipes et nos partenaires. Visitez la boîte à outils prête à former de la DEAC pour découvrir diverses manières de personnaliser l'apprentissage en milieu médical grâce à l'IA générative. Donc, très rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des vidéos à chaque semaine au groupe des PRF avec une fiche qui va les accompagner les vidéos. Donc, par exemple, là, je vous montre une fiche qui est focusée sur Andrago IA. Donc, découvrons comment l'intelligence artificielle révolutionne la personnalisation des apprentissages. Et puis, on se base sur les théories de l'apprentissage, mais aussi avec
des réflexions à propos de ces théories et puis concrètement sur le terrain, comment ces approches-là peuvent être créées, puis adaptées, puis appuyées. Mais aussi, on a des applications encore, des exemples de terrain, de comment la personnalisation se fait à travers l'intelligence artificielle, et puis aussi des questions de réflexion et la question, bien sûr, éthique et sécurité de ces approches-là. Un autre exemple, c'est l'exemple d'outils en IA, comme par exemple Perplexity. Et puis, quand on a des outils en IA aussi, on voulait présenter et puis sensibiliser, puis aussi comme donner une accessibilité au PRF de ces outils-là. Donc, on présente l'outil avec ses possibilités, des outils comparables pour aller explorer, des recommandations, parce qu'on a eu toute l'équipe que Nathalie vous a présentée à expérimenter avec ces outils avant de les présenter. Les points de vigilance, bien sûr, et aussi toute la question éthique qu'on doit prendre en considération quand on travaille avec des outils IA. Donc, on a essayé de faire, je vais arrêter mon partage d'écran. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment aller chercher expérimenter avec les outils, vraiment tester les choses et puis s'assurer que quand on amène nos outils au client et puis on les présente à nos PRF, on les amène pas juste pour dire, oh, c'est super intéressant, allez expérimenter ça, mais aussi il y a toute la question de la vigilance et puis toute la question éthique qui amène avec. Donc, on a amené vraiment les deux côtés pour s'assurer de les appuyer puis de les accompagner dans ceci. Donc, très rapidement, ce qui s'en vient pour l'hiver, on va tester nos outils. Donc aujourd'hui, comme Nathalie a dit, on a choisi juste deux solutions. On va les tester durant l'hiver et puis à la fin, on va venir avec les analyses qu'on va aussi partager avec vous. Je vais m'arrêter ici parce que je regarde, il me reste 6 minutes. Donc, je vais tout d'abord demander à nos invités, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des réflexions que vous voulez partager avec nous pendant que moi, je pars et puis je check les questions qui ont été posées? Donc, on est correct. Donc, je vais aller voir. Oui. Donc, Joanne, est-ce que cette présentation sera disponible? Absolument. Pierre-Alexandre, concernant la méthodologie de design de résolution de problèmes, est-ce que vous avez utilisé une méthode précise? Par exemple, du design thinking, de human-centered design ou une approche Living Lab qui était responsable de la priorisation des solutions, l'équipe de recherche ou les PRF? Absolument. Julie, est-ce que tu as envie de partager? Parce que tu pilotais et puis tu gardais aussi toute la gestion du processus de sélection. Oui, effectivement, on était vraiment dans des approches de co-création ici. On est allé utiliser différentes méthodologies de recherche qualitative, quantitative et également. Puis, on était au cœur, dans la solution était désignée, dans le fond, tous nos participants à chacune des étapes, que ce soit en atelier de co-construction, en analyse de besoins, l'ensemble des exercices qui ont été faits ont été faits pour qu'ils soient partie prenante de la méthodologie. Absolument. Et puis, on a adopté toute la question, l'approche de design thinking et puis toute la co-construction des solutions ensemble avec les différentes équipes pour s'assurer que, comme Nathalie le disait, ça venait du terrain, ça venait des experts, il y avait vraiment comme toute une réflexion. Et puis, quand on est venu à l'étape de choisir, je vois Nathalie, mais je vais te donner la parole, Nathalie, si tu as envie je continue, OK. Donc, on voulait vraiment s'assurer du fait qu'il y a eu beaucoup de solutions et puis on voulait absolument répondre le plus rapidement possible à nos PRF et puis les personnes qui ont participé au sondage et puis ont participé vraiment dans les rencontres et puis qui avaient un besoin criant, on voulait absolument les servir et puis vraiment leur démontrer qu'on est là pour les accompagner. Donc, on a choisi des solutions qui vont être efficaces et puis efficientes, donc rapides à produire, mais en même temps qui vont avoir un impact aussi rapide auprès de ces personnes-là où elles vont pouvoir immédiatement vraiment mettre en pratique des éléments qu'elles avaient besoin. Donc, toute la question de, OK, quels sont les outils IA qu'on peut utiliser dans la création de nos formations ou bien de nous accompagner dans nos évaluations. Là, on a focusé sur ça, mais aussi toute la question de la personnalisation, mais elles étaient aussi très, comme le côté éthique aussi, on l'a amené. Donc, on
a essayé de faire de sorte qu'on met entre leurs mains, on fait la recherche, on fait les tests pour qu'ils ne passent pas du temps à faire ceci. Donc, on a tout fait pour ces personnes-là, on les packagé, puis on les a donnés, puis là, on va tester, comme je vous ai dit, durant l'hiver, ces solutions-là pour venir après. Donc, il y a eu toute cette réflexion qui a été faite pour s'assurer que on va commencer par quelque chose qui va donner le plus rapidement un impact et puis après construire par-dessus. Je vois, est-ce qu'il y a autre question? Non, il me reste un tout dernier 2 minutes, alors je veux m'assurer de ne pas aller plus long dans la présentation. Nathalie, Julie, est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant que je passe aux remerciements? Non, ça va, mais je vois qu'il y a d'autres questions. Peut-être que, étant donné qu'on a le nom des personnes, on pourra se permettre de répondre directement après la présentation d'aujourd'hui, là. Parfait. C'est bon? Parfait. Oui, on va prendre ça on va prendre ça dans la liste. Super. Donc, je veux remercier tout le monde. Donc, merci à toutes et à tous nos invités pour leur monde passionnant et éclairant et notre chère audience, bien sûr, pour vos questions. Donc, oui, on va absolument prendre les questions et puis on a vos noms, donc on va pouvoir vous répondre. Et puis, l'autre chose, c'est que on est sur LinkedIn, vous avez nos courriels, vous avez, donc n'hésitez pas parce que le but vraiment de ce travail-là, le but de cette journée, de ce lancement, le but de tout ce qu'on partage en ligne, c'est vraiment de connecter avec vous et puis pouvoir réfléchir ensemble à ce qui s'en vient. Donc, vraiment là, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions et puis vous voulez aussi collaborer, pousser plus loin, ainsi de suite. Donc là, on va aller, on va prendre une courte pause et puis je vais vous inviter à nous rejoindre à 10 heures pour la table ronde Naviguer dans la transformation numérique en santé, capaciter les professionnels responsables de formation. Donc, merci beaucoup et puis on se revoit dans 10 minutes.